Bienvenue. Nous continuons avec une intervention de Hélène Fernandez, adjointe au directeur général des patrimoines et de l'architecture du ministère de la Culture. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour. Vous allez nous faire part de votre regard sur ce qu'ont apporté 20 ans de rénovation dans les pratiques architecturales, paysagères et urbaines, 20 ans de projets, d'expérimentation, des manières de faire qui ont changé, qui ont évolué et qui constituent une forme de savoir dans cette ambition de faire de la ville sur la ville. Pour information, vous pourrez poser des questions juste après. Bonjour. Alors, je vais tenter de lancer cette chose. Hop. Voilà. Donc, le sujet est posé et le sujet qu'on m'a proposé de traiter ce matin, et je m'en réjouis, c'est donc comment, en fait, la pratique du renouvellement urbain, peut-être particulièrement les 20 ans d'ANRU, ont été les témoins des modifications des pratiques professionnelles et des questions de la pratique professionnelle, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, mais on pourrait rajouter toutes les professions qui, en fait, et c'est déjà la première particularité, ont été embarquées dans l'aventure. C'est un regard que j'ai choisi d'être un peu personnel, parce qu'il s'avère que à titre personnel, j'ai aussi traversé 40 ans de politique de la ville depuis que j'ai fait mes études d'architecture, et ce petit travail m'a permis de m'en souvenir. Alors je vais commencer par quelque chose qui a fondé mon rapport à la politique de la ville. C'est la démolition de la barre de la Courneuve en 1986. J'étais à l'école d'architecture, nous sommes allés voir, et là nous avons compris que être architecte, ça allait être compliqué dans les années à venir, puisque se démolissait en même temps que la barre l'idée de la pérennité de l'architecture, qui est quand même un thème consubstantiel à cette discipline. Et aussi se démolissait en même temps que cette barre, évidemment, la question de la théorie de l'architecture moderne, même si quelques années avant, Charles Jens avait dit que l'architecture moderne était morte dans le Missouri, donc c'était dans les années 72, pour les mêmes raisons, avec la démolition d'un grand ensemble. J'ai mis là évidemment la fameuse carte postale dont a parlé Caroline Poulain tout à l'heure, Vivre et bonheur dans les grands ensembles à Courneuve, dans les années 60, la démolition 86, et puis un Google Earth d'aujourd'hui, du même point de vue, avec évidemment deux idées différentes, voire même trois idées différentes du bonheur. Donc tout commence comme ça. Et tout commence aussi peut-être dans un rapport qui s'appelle le fameux rapport du Bedou, dans lequel, pour le sujet que je vais traiter aujourd'hui, la question est posée en fait au chapitre 7, puisque du Bedou à cette époque-là pose la question de savoir si les compétences sont réunies pour entamer les transformations qu'il s'agit de faire avec les projets dont le rapport est porteur. Et il pose la question de sommes-nous capables de redonner de la valeur architecturale et urbaine au quartier d'habitat social? Sommes-nous capables au sens où avons-nous les professionnels capables de le faire? Les professionnels étant entendus comme les concepteurs d'une part, mais ce qui est très intéressant aussi dans ce rapport, c'est la maîtrise d'ouvrage aussi, c'est-à-dire qu'il s'agit de transformer entièrement la façon de penser la ville, à la fois en tant qu'opérateur et en tant que concepteur. Et ce que professe du Bedou, c'est que les programmes engagés donc, dans le cadre de la Commission nationale constitueront une plateforme d'apprentissage de cette nouvelle façon de faire la ville. Et donc la question qui est devant nous aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment cette prophétie s'est accomplie et que ces 40 ans de politique de la ville ont vraiment permis de faire autrement et d'avoir des professionnels qui font autrement. Je crois qu'on a déjà des éléments de réponse dans la conférence de la précédente. Ça a occupé beaucoup l'État en particulier, puisque parmi les mutations génériques de la politique de la ville, il y a aussi, en plus de la maîtrise d'ouvrage, en plus de la maîtrise d'œuvre, l'idée qu'évidemment, il va falloir partager les décisions, et en particulier partager entre l'État et les collectivités, et donc cette question de la forme architecturale et urbaine des grands ensembles, c'est aussi celle de la représentation du pouvoir. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que l'architecture est aussi représentation du pouvoir. Et donc, ça occupera beaucoup la littérature publique pendant ces années-là.
Alors, j'ai essayé de peut-être identifier rapidement ce qui, me semble, a fait différence dans ces 20 ans de travail, puisque je me concentrerai plutôt sur les 20 dernières années. Peut-être, premièrement, la révélation de la question du foncier comme une question centrale, alors même que la fabrication des grands ensembles avait été la tentative, finalement, de l'effacement du foncier. La question des paysages et des espaces, je crois que Caroline Poulain a déjà esquissé ce qu'on pouvait dire là-dessus et comment finalement l'héritage du mouvement moderne, peut-être pas en 1986, mais maintenant en 2025, est une opportunité pour nous. La question du logement est celle de la dialectique entre logement de masse, logement social. Et cette question du logement qui aujourd'hui est aussi d'actualité. Et puis finalement tout un bloc sur qu'est-ce que l'histoire du renouvellement urbain des grands ensembles nous raconte sur les notions de quartier, nous raconte sur les histoires, les géographies et finalement sur la façon dont nous traitons nos héritages. Enfin, je conclurai par un petit... je ne sais pas comment dire, zoom, focus, éclairage sur le sujet des habitants que vous avez aussi abordé tout à l'heure et qui ne me semble pas très simple, vous verrez pourquoi. Alors, très rapidement, donc le foncier, le grand absent du mouvement moderne, le grand sujet du renouvellement urbain. Donc, une nécessité absolue, comment faire avec du foncier inexistant en réalité. Il a fallu là, je pense, se retrousser les manches quand on était concepteur, puisque, je vous le montre ici en bas, c'est l'exemple de la reconstitution de l'îlot 13 à Paris, dans le 13e arrondissement, à gauche. Donc, vous voyez sur la partie gauche l'îlot 13 recomposé, une énorme parcelle. Totalement différent, avec ce qu'on a souvent appelé aussi une sorte de, finalement, immobilité due à ce dessin d'éteinement foncier qui a conduit à faire que le grand travail qu'il a fallu reconstruire de conception, ça a été le travail de construction d'espaces publics et l'invention donc de l'espace public dans les grands ensembles et l'invention aussi de concepts tels que, ouvrez les guillemets, la résidentialisation. Les deux étant la même partie de la même chose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver finalement à travailler un espace contemporain, je ne dirais pas moderne, qui redisent à quel endroit se trouvent les responsabilités, à quel endroit se trouvent les usages communs, à quel endroit se trouvent les usages privés, et en particulier face à une assez grosse question des années 2000, qui est celle de la déshérence des espaces libres. Donc ces espaces publics, il a fallu inventer la façon de les dessiner. Personne ne s'était vraiment penché jusqu'à présent sur la façon dont on dessinait l'espace public dans un quartier d'habitat moderne, alors qu'il est vrai, depuis les années 70, on commençait à travailler sérieusement sur la façon de redessiner l'espace public de la ville dite ancienne. Je pense que cette réinvention du dessin de l'espace public, des espaces libres, ça a été vraiment une nouveauté pour les concepteurs et ça a permis de voir aussi l'émergence de nouveaux concepteurs, tels les paysagistes par exemple, qui ont pris toute leur place dans le débat. C'est donc là le grand retour de ce qu'on appelle les tracés et la question du paysage. J'ai voulu aussi illustrer ces focus avec des petites expérimentations qui ont donné lieu, qui ont émergé au travers de ces redécouvertes et de ces débats à la fois pratiques et intellectuels, pour montrer que ces projets ont aussi été des espaces d'innovation. Donc, en même temps qu'on travaillait sur la réinvention du dessin de l'espace public dans les espaces ouverts des grands ensembles, des petits éléments d'innovation, tels que par exemple le concours Petite Architecture Citoyenne initié par le CAUE du Val d'Oise, commençait déjà, on est là dans les années 90, à faire émerger l'idée d'urbanisme transitoire en sollicitant les habitants pour occuper les espaces libres.
Donc ce dessin des espaces publics, vous le voyez, il transforme radicalement, y compris la façon dont on peut appréhender le paysage dans un espace moderne, puisqu'il réinstalle notamment des choses telles que les alignements ou tels que les massifs, qui ne sont pas forcément des éléments du dessin de la ville moderne au sens des SIAM. Deuxième peut-être focale sur la façon dont ça a transformé les pratiques professionnelles, cette grande dynamique de renouvellement urbain, c'est le questionnement sur le logement et notamment sur la façon dont on construit, on reconstruit et on pense le logement. À la fois parce que les années 70 avaient fait émerger, notamment au travers de la question des villes nouvelles, la question des nouvelles typologies de logement, et que donc on avait là, pour le coup, des professionnels de l'architecture qui étaient au taquet, si vous me permettez l'expression, sur que faire en cas de logement social, mais neuf. Mais en même temps, il fallait aussi inventer quelque chose d'autre, puisque en France se construisaient dans les années 2000 majoritairement des logements individuels, des maisons. Rappelons quand même que le modèle massif de construction de logements en France jusqu'à il y a à peu près 5-8 ans, c'est la maison individuelle. Donc on est entre des programmes architecture nouvelle des années 70 pour les villes nouvelles et puis l'héritage de la construction, on va dire répétitive, massive du logement social, massive ne voulant pas dire non qualitatif, évidemment. Et là, on a vraiment un télescopage avec la nécessité du coup de réinventer des nouvelles façons de faire qui sont elles aussi des nouvelles façons de faire percutées par la question des démolitions, j'y reviendrai, puisque à la fois on est obligé d'inventer une façon de réhabiliter les logements, le logement en tant que cellule, mais aussi les distributions, et en même temps on est obligé d'inventer des immeubles de logement qui viennent prendre la place des immeubles démolis. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très spécial pour les professionnels, avec la question des héritages et aussi la question du coup de la manière de faire. Je vous ai mis là trois exemples. Excuse-moi Caroline, hein, j'ai pris un dessin, j'espère qu'il te convient. Pour montrer aussi les évolutions sur la question de la qualité des logements. J'ai mis que des bons exemples parce que je pense que tout est possible. Donc Sotteville-les-Rouen, Baudouin et Lotz, les années 40, comment faire des logements dont vous le voyez quand même, c'est très intéressant. Les cuisines sont augmentées d'espaces de lavage, de buanderie qui donnent sur des espaces de dessert extérieur pour faire sécher le linge. Vous savez, ce linge fameux qui est finalement maintenant dans notre séjour. Puis regardez également les salles de bain qui sont éclairées. Ça, c'est le sujet évidemment du bâtiment mince qui est aujourd'hui complètement abandonné puisque nos bâtiments sont épais. Mais regardez aussi comment, dans un bâtiment épais, on peut, en 2006 ou 2007, fabriquer un T3 de 64 mètres carrés où il y a une cuisine. Rappelez-vous, la cuisine, cet espace dans lequel on peut fermer la porte pour faire des sardines. Et puis, dernier exemple aussi, c'est la façon dont on peut travailler à partir d'une ressource qui peut-être a atteint un seuil d'obsolescence pour l'usage qu'on lui avait donné, mais une ressource qui est aujourd'hui une opportunité. Et comment faire pour que ceux qui y habitent nous aident à transformer cette ressource? C'est l'exemple de la tour des Poissonniers à Paris. Donc ce logement, il nous questionne beaucoup. Il nous questionne dans sa forme, il nous questionne dans ce qu'il fait au bâtiment, il nous questionne dans le rapport qu'il donne à l'extérieur. Il nous questionne aussi, et c'est là peut-être que le plan finalement de Baudouin et Lotz est peut-être moins intéressant que d'autres plans que j'aurais pu montrer, sur la façon dont il fabrique du commun,
puisque si l'on parle souvent du logement comme la cellule, je l'ai dit, un des grands sujets de travail sur les grands ensembles, ça a été aussi de faire des espaces de distribution qui étaient plutôt minces, de véritables espaces communs pour les habitants. Alors, on parle de démolition, évidemment, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de la démolition, et on ne peut pas ne pas, à nouveau, citer le rapport du Bedou, qui, je vous laisserai le document pour apprécier que déjà en 1986, le sujet était sur la table, et que du Bedou disait que la question n'était pas de savoir s'il faut démolir, mais savoir pourquoi on démolit, et pourquoi faire, hein. Faire étant le sujet majeur auquel a dû faire face la démolition, ce qui a conduit aussi à des nouvelles inventions, puisque longtemps, peut-être on pourrait dire trop longtemps, et on le voit encore, les démolitions conduisaient surtout à ne rien faire, puisqu'on avait dans certains quartiers un héritage d'espaces libres, c'est-à-dire laissés libres par la démolition, qui finissait par être le témoignage, on va dire, presque un peu pathétique et mélancolique de notre difficulté à faire vivre ces espaces. Témoignage qui a été, je l'ai dit tout à l'heure, dont se sont emparés un certain nombre d'acteurs pour justement l'occuper, et c'est ce qui a conduit notamment à des expériences telles que l'urbanisme transitoire ou d'autres inventions de ce type. Aujourd'hui, démolir, ça a été très bien dit, je pense, par Caroline Poulain, est un sujet qui est aussi un sujet écologique et social, et qui suppose du coup que nous réapprenions soit à décider pourquoi nous démolissons, puisque ça coûte cher, soit à décider comment nous réhabilitons. Et là aussi, on peut observer des mutations assez conséquentes sur les pratiques professionnelles, en particulier des architectes. Je citerai peut-être là 3 exemples. L'exemple de la faisanderie, un projet qui a conduit à ce que soit développée une phase de diagnostic extrêmement précise sur l'édifice, qui n'est pas protégé, hein, afin qu'on puisse tirer parti de la structure, de la façon dont il est construit et de l'opportunité qu'il représente pour entamer une réhabilitation qualitative du point de vue, on va dire, thermique par exemple, mais tout en se demandant comment on conserve les qualités de cet édifice et de cette résidence plus largement, qui est vraiment un des, on va dire, des parangons du mouvement moderne à la lisière de la forêt de Fontainebleau. Donc la question pour les professionnels, c'est comment je fais un diagnostic aujourd'hui ? Qu'est-ce que la technique, d'une certaine façon, la reprise des questions techniques dans l'architecture va me permettre de faire ? Et donc, un développement, finalement, un retour, finalement, à l'idée de l'architecte constructeur. Deuxième exemple, celui de Boulogne-sur-Mer, avec l'expérience de Sophie Ricard. Que faire quand on ne sait pas quoi faire ? Eh bien, faire... Et quand on ne sait pas quoi faire avec des édifices qui semblent répétitifs, eh bien, faire au fur et à mesure qu'on sait faire et qu'on sait quoi faire. Ça, c'est une deuxième expérience très, très innovante qui a vu le jour, c'est-à-dire l'idée qu'on pouvait avoir un work in progress et une programmation dite ouverte dans ce type de réhabilitation de logements sociaux, en particulier en faisant appel aux habitants, avec une innovation complètement contraire à l'idée aussi du logement de masse et du mouvement moderne, c'est que peut-être on pouvait envisager de réhabiliter chaque logement différemment. C'est une idée assez difficile à faire passer, mais néanmoins, on voit qu'il y a des expériences réussies. Je cite celle-ci, mais ce n'est pas la seule. Enfin, évidemment, dernier exemple, celui qui nous a valu le prix Pritzker, et nous en sommes très fiers, c'est la réhabilitation d'un logement social. C'est quand même pas tous les jours que ça arrive, avec les propositions de Lacaton et Vassal sur, là aussi, comment faire plus avec du logement social, plus d'isolation, plus d'espace, puisqu'évidemment, autour de tout ça, trône et règne la question de la spatialisation. Est-ce que je suis à combien de temps ?
Bon, parce que là, vous m'avez enlevé ma petite télé. Est-ce qu'il y a écrit time out? Je ne sais pas. Bon, alors je continue. Finalement... Il vous reste 5 minutes. Ah bah voilà, formidable. Donc tout ça, c'est des petites focales sur des questions d'espace que pose le renouvellement urbain, des questions de résolution, vous le comprenez aussi, des nécessités d'innovation, des innovations qui sont à la fois théoriques et opérationnelles. Enfin, je me permets de dire, parce que quelquefois on peut l'oublier, que le paysage, l'architecture, enfin toutes ces disciplines qui sont des disciplines du faire sont aussi des disciplines intellectuelles. Donc, comme je l'ai dit, chaque fois qu'on percute une question théorique par l'opérationnel, on réinvente une théorie. Donc, et dans cette réinvention, peut-être je finirai par parler aussi d'un sujet qui n'est pas toujours simple, y compris en termes de représentation, qui est finalement comment aborder ou comment ne jamais oublier cette question de quartier, au sens où le grand ensemble est un espace de quelque chose qui le dépasse. J'avoue parfois être toujours un peu étonnée en termes de représentation, de voir encore des dessins avec des détourages et de la couleur derrière le détour, des dessins ou des photographies, des représentations d'espaces où on ne voit pas ce qu'il y a au bord. Or, un des gros sujets du renouvellement urbain, et ça s'appelle comme ça, un renouvellement urbain, c'est aussi évidemment le rapport au reste du monde, à la fois parce que le grand ensemble contient en termes d'opportunités des équipements qui concernent l'ensemble du monde, et aussi parce qu'il doit avoir à voir avec la ville et la citoyenneté et la démocratie à laquelle il appartient. Et donc, ce sujet de centralité et périphérie, ces sujets d'enclavement qui étaient au cœur quand même du fait générateur, notamment de la création de l'ANRU, restent à mon sens des questions difficiles, a fortiori peut-être dans les espaces métropolitains, où ces questions de centralité et périphérie trouve aujourd'hui peut-être une autre façon de s'interpréter qu'elle l'avait il y a 20 ans, notamment avec les questions, ça a été dit aussi par Caroline Poulain, de changement climatique, où la valeur va peut-être se déplacer dans des espaces inattendus. Évidemment que vous l'avez vu, c'est la première diapositive que je vous ai montrée, c'est cette histoire du renouvellement urbain. Elle s'inscrit aussi dans des logiques d'histoire au pluriel et de géographie au pluriel. C'est aussi notre condition écologique d'aujourd'hui et notre condition d'adaptation qui nous poussera, je l'espère, à considérer que évidemment, chacun de ces espaces, même s'ils appartiennent à une histoire de la construction du logement qui est commune, chacun de ces espaces possède des qualités, des trajectoires et aussi un lien à son environnement géographique singulier. Et c'est ça qui va construire les nouveaux paysages que nous espérons. C'est aussi le sujet de Quartier de demain. Alors évidemment, je conclurai par ça, passé, héritage, patrimoine, pour rappeler que ces espaces sont aussi des espaces dont on peut être fier, à la fois fier du moment, de ce qu'ils ont produit au moment où ils ont été produits, mais fier parce qu'ils nous conduisent aussi à inventer chaque jour des nouvelles choses et peut-être même de temps en temps à changer d'avis, ce qui est quand même parfois aussi bon. En témoigne peut-être l'affiche de l'exposition Banlieue chérie, qui a pris évidemment la fenêtre de l'œil des tours qui regardent la Défense, les tours de Émile Aillaud et de Nanterre. En témoigne aussi l'exercice des courtilières sur cette façade innovante qui a réinterprété la façade d'Émile Aillaud. Je voulais aussi vous montrer l'exemple du siège du Centre des monuments nationaux en 1945 dans le Marais,
Comme quoi, on peut toujours être le truc en mauvais état d'un autre, et ce n'est pas une raison pour être démoli. Je conclurai peut-être là-dessus avec une expérience que j'ai eue dimanche. Je me suis rendue en Pologne pour une réunion des directeurs européens de l'architecture. Et dans le siège avant de mon avion, il y avait le dépliant de la compagnie polonaise LOT. Dans ce dépliant, il y avait un article sur Paris. Donc, vous imaginez ce que peut être un article sur Paris dans un dépliant d'avion, puisqu'il est là pour conduire les touristes à aller voir des choses extraordinaires. Et dans cet article sur Paris, il y avait 2 images du Louvre, une image de la Seine et une image de l'immeuble de Renaudie à Ivry. Voilà. Donc, regardons comment les autres nous regardent et ça nous permettra peut-être d'y voir plus clair. Merci. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec Amandine Romanet et on prendra quelques questions après. Donc je vous propose maintenant d'écouter Amandine Romanet, qui est architecte, doctorante et chargée de mission au comité d'histoire de la politique de la ville. Amandine, votre thèse dirigée par Hélène Janière s'intitule « Banlieue 89, construction et circulation d'un corpus de savoir et discours sur la ville, 83-95 ». C'est un sujet qui est évidemment très en lien avec les travaux du comité d'histoire de la politique de la ville, notamment la journée consacrée en mars dernier à la pensée et aux interventions urbaines de Roland Castro. Nous allons vous écouter sur ce moment particulier, celui des années 80 et 90, jusqu'à la création de l'ANRU et le premier grand programme national de rénovation urbaine. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, avant d'entrer dans le cœur de mon propos, je tiens à remercier les organisateurs de ces journées nationales pour cette invitation. Voilà, je suis très heureuse d'être ici parmi vous pour vous proposer donc quelques pistes de réflexion. Et à ce moment de la matinée, peut-être vous proposer un pas de côté ou plutôt un pas en arrière, puisque ce que je vous propose ici, c'est de replacer la rénovation urbaine dans une histoire plus longue, une histoire faite d'inflexions, de tensions, de tentatives qui, depuis les années 70, ont cherché à formuler une vision politique, sociale et culturelle de la transformation urbaine des quartiers. Alors, pour entrer dans cette histoire, je vais suivre une trajectoire singulière, celle de Roland Castro, dont il était question plus tôt. Donc, il ne s'agit pas ici, bien sûr, d'en faire une figure tutélaire, mais de l'approcher parce que son parcours nous offre un point d'entrée, un fil rouge pour traverser plusieurs séquences de l'histoire de l'intervention urbaine en banlieue, allant des expérimentations des années 80 jusqu'aux prémices de la rénovation urbaine dans les années 90-2000. Alors cette réflexion, elle s'appuie sur une journée d'études, dont vous voyez ici l'affiche et le programme, une journée qui a été organisée récemment par le comité d'histoire de la politique de la ville et qui était donc intitulée « Roland Castro, architecte politique ». Donc cette mise à plat, elle nous a montré que Roland Castro n'avait pas seulement été un maître d'œuvre ou un intellectuel engagé, mais qu'il avait porté une vision qui franchit les disciplines, interpelle les institutions, mobilise les élus. Une vision qui ne se résume pas à un style ou à une méthode, mais qui pose la question centrale de ce que la ville peut et doit faire pour la société. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de considérer cette trajectoire donc comme un poste d'observation pour voir comment une vision peut infuser l'action publique, parfois la déplacer et parfois l'augmenter. Et donc, c'est précisément dans cet écart entre la vision initiale et ses multiples mises en œuvre que se joue finalement peut-être ce qu'a été et ce que peut encore être la rénovation urbaine.
Alors avant d'entrer dans l'histoire de banlieue 89 à proprement parler, il faut prendre le temps d'un retour en arrière. Parce que ce que cette mission engage à partir de 83 ne surgit pas de nulle part. Et ces principes, ces méthodes s'enracinent dans un terreau plus ancien, un terreau fait de critique, d'expérimentation et de prise de position formulée dès les années 70. Donc, comme l'a rappelé Jean-Louis Violot lors de la journée du comité, deux grandes dynamiques traversent alors toute une génération. Donc, d'un côté, il en a été question plutôt la remise en question du mouvement moderne, dont les grands ensembles deviennent à la fois le symptôme et le symbole, et de l'autre, une politisation de plus en plus forte de la question urbaine. Donc, Roland Castro, on peut le dire, s'inscrit dans ce double mouvement. Diplômé à la fin des années 60, donc dans un système, dans un moment de refonte de l'enseignement de l'architecture, il va faire partie de ceux qui, selon ses mots, apprennent à travers une leçon négative de la ville. Dans les luttes étudiantes, dans les revues militantes, comme ici MELP, revue à laquelle il participera activement, une critique va s'affirmer. Une critique de la Charte d'Athènes qui est accusée, entre autres choses, d'avoir effacé les formes héritées de la ville. Roland Castro écrira... Oh, pardon. Est-ce que c'est mieux? Parfait. Donc Roland Castro écrira à ce propos « Le concept d'égalité mis en œuvre par le mouvement moderne a pris la forme d'un processus d'éradication, des géographies, des consistances diverses, des mémoires et des paysages. » Comme d'autres architectes de sa génération, il va donc chercher à renouer avec le déjà là et explorer cette posture à travers plusieurs concours dans les années 70, comme ici le concours de la Petite Roquette, où il va imaginer un projet fait de discontinuité, de rupture d'échelle, et où il va expérimenter ce qu'il appelle un retour aux invariants urbains, à savoir les rues, les places et les angles. À la fin des années 70, un tournant s'opère. Roland Castro accompagne Michel Cantal-Dupart et Antoine Stinco sont missionnés par la direction de la construction pour enquêter sur 29 opérations de logement allant des grands ensembles aux cités-jardins. De ce travail naît un rapport dont on aperçoit ici des extraits, mais surtout ce qui émerge, ça va être une conviction. Celle que penser le projet ne suffit pas, mais qu'il faut aller plus loin et interroger les conditions mêmes de production de la ville. Donc déjà là, on va avoir apparaître plusieurs fils rouges. Refus de la standardisation, revalorisation de l'habitant et des usages, et une articulation étroite entre urbain, social et symbolique. En 82, donc peu après l'arrivée de la gauche au pouvoir, Roland Castro va être de nouveau missionné par la direction de la construction, mais cette fois-ci pour imaginer une dizaine d'opérations modèles. Et autour de lui va se former un petit groupe d'architectes et de maîtres d'ouvrage. Très vite va s'affirmer une volonté d'agir spécifiquement sur la banlieue. Mais à mon sens, l'essentiel est ailleurs. C'est la méthode qui se met en place à ce moment-là. Dans cette idée énoncée très tôt que la commande, donc architecturale ou urbaine, doit naître d'un dialogue, d'un échange entre l'élu, qui est en prise directe avec le terrain et les habitants, et l'architecte, qui est le porteur d'une vision. Cette idée qui sera au centre de banlieue 89, je vais revenir là-dessus. Et donc justement, en parlant de banlieue 89, c'est dans ce contexte que Roland Castro décide de franchir une nouvelle étape et d'élargir le cercle de la réflexion en l'apportant à un niveau politique. Pour cela, il choisit d'alerter directement François Mitterrand sur l'urgence d'agir dans les banlieues. Avec Michel Cantal-Dupart, qu'on voit ici à gauche de la photo,
ils invitent le président à prendre de la hauteur, littéralement, puisqu'ils vont organiser en juillet 83 un survol en hélicoptère de la périphérie parisienne. Donc l'image est forte, elle va faire date, et quelques mois plus tard, les deux architectes vont être missionnés par Matignon. Donc leur feuille de route, repenser le pourtour de Paris, proposer des solutions concrètes pour les banlieues et impulser des projets exemplaires. Donc si la démarche paraît inédite, en réalité, elle ne part pas de rien, puisque dès les années 70, des dispositifs comme Habitat et Vie sociale ou ensuite la Commission nationale pour le développement social des quartiers, la CNDSQ, dont on a vu hier, dont on voyait tout à l'heure des extraits du rapport de Dubedou, donc ces dispositifs avaient déjà posé les bases d'une approche croisant intervention urbaine et accompagnement social des quartiers. Mais Banlieue 89 va franchir un cap, puisqu'il s'agit non plus de penser à l'échelle du quartier, voire parfois même du bâtiment, mais d'intervenir sur la ville dans son ensemble. Et donc, en décembre 83, une assemblée fondatrice est organisée à la Mutualité autour d'un principe fort, faire émerger des projets en banlieue en s'appuyant sur des couples maires-concepteurs. On retrouve ici ce fameux parti pris énoncé un an plus tôt. Et 2 mois plus tard, pardon pour la qualité un petit peu, voilà, l'image est un peu pixelisée. Donc, 2 mois plus tard, en février 84, 72 propositions sont dévoilées dans une exposition qui est conçue pour parler au plus grand nombre. Dessins abstraits, slogans, couleurs vives, tout est pensé pour rendre les projets lisibles et désirables. 68 maires vont participer à ces premiers projets, dont près d'un quart issus de l'opposition. Mais ce qui est peut-être encore plus fort que les projets eux-mêmes, c'est le renversement symbolique que propose Banlieue 89. Ce n'est pas un programme technique ni une politique de rattrapage, c'est vraiment une volonté d'inverser les regards. Pourquoi les centres-villes auraient-ils droit aux opéras et les banlieues au MJC ? Faire des banlieues aussi belles que les villes. Faire de Paris la banlieue de la Courneuve. À travers ces formules, mais aussi à travers les événements, les visuels, les fêtes, c'est une vision profondément démocratique et enchantée de la ville et de la banlieue qui s'affirme. Cette pensée, elle culmine en 85 lors des assises de la mission avec la présentation d'un projet de Grand Paris pensé depuis les marges. Contre la logique centralisatrice, Banlieue 89 va proposer une autre lecture du territoire. Un quadrillage, donc figure démocratique par excellence, des carrés d'1 kilomètre sur 1, chacun ponctué de ce que la mission appelle des lieux magiques, à savoir des centralités nouvelles à révéler ou à inventer et qui sont dans l'exposition présentée sous la forme d'aquarelles. Sur le terrain, cette pratique, elle prend corps dans une pratique du dialogue. La mission décloisonne, élus, concepteurs, habitants, promoteurs travaillent ensemble. Non pas dans une concertation formelle, figée, mais dans une coopération active, toujours portée par une vision commune. Donc Banlieue 89 se déplace, va sur les territoires, comme ici où des camions affrétés par la mission sillonnent la France en plein hiver 84 pour aller à la rencontre des habitants. En 3 ans, c'est plus de 200 projets qui vont être engagés. Mais en 86, la cohabitation interrompt brutalement la dynamique et 2 ans plus tard, la création de la délégation interministérielle à la ville, la DIV, modifie son pilotage. La mission va être marginalisée et elle va se tourner vers une production plus théorique jusqu'au début des années 90, donc date à laquelle la mission disparaît définitivement.
Alors malgré tout, elle laisse une empreinte bien réelle, puisque près d'une centaine de projets vont être réalisés dans les banlieues en France. Donc ici, la Citadelle Douce à Hérouville-Saint-Clair, et ici, le bateau de Mont-Saint-Barreul, qui sont deux exemples parmi tant d'autres. Donc ces projets, ils ne vont pas tous avoir la même portée, ni même la même qualité, mais tous vont avoir à leur manière contribué à installer, à faire exister une autre manière d'agir sur la ville. Donc Roland Castro, aux côtés de son associée Sophie Denisov, va réaliser plusieurs de ces projets, au Minguette à Vénissieux notamment, et à Oulin, ici, où va s'esquisser une posture qu'ils vont prolonger pendant les décennies suivantes. En effet, à partir des années 90, une nouvelle phase s'ouvre. Le temps de la grande geste collective de banlieue 89 va s'achever et Roland Castro entre dans une autre temporalité, celle d'un travail plus patient, plus enraciné dans les réalités concrètes de la maîtrise d'œuvre. Avec l'agence, ils affinent une méthode qu'ils appellent le remodelage. Une manière de transformer sans faire table rase, de partir de ce qui est déjà là, même contraint, même abîmé, pour ouvrir d'autres possibles. Donc, le croquis qu'on voit ici illustre cette méthode. Percer, greffer, réorganiser, toujours à partir d'un diagnostic de terrain. Une manière de déjouer les logiques standardisées, de révéler ce que ces architectures ont de transformable. Et c'est important de le préciser par rapport à ce qui a été dit plus tôt dans la matinée. Roland Castro refuse la démolition systématique ou la démolition spectacle. Pour lui, la démolition est clairement un acte traumatisant pour les habitants. Il n'est pas neutre. Et donc, il va s'opposer à la démolition systématique. Par contre, il y a recours, il n'est pas non plus contre lorsque la situation ne permet pas, enfin que les logements sont trop insalubres, que la vie ne peut plus avoir lieu dans ces bâtiments. Là, oui, effectivement, il va être d'accord avec le principe de démolition. Donc, il s'agit pas non plus de se contenter d'ajustements à la marge. Et c'est justement ce qui va se jouer à Lorient. Donc, 3 barres tournent le dos au port. L'une d'elles est percée, une rue recréée, les volumes sont retravaillés et les typologies, dont on voit ici un extrait, sont retravaillées. Donc ces projets, ils ne vont pas uniquement avoir pour intention de réparer ou d'embellir, mais véritablement de recomposer un quartier, de redonner une orientation, une porosité, une lisibilité, et passer, selon les mots de Roland Castro, du pire au vraisemblable. Ce projet de Lorient, il marque aussi un tournant dans la manière de faire avec les habitants. On écoute, on recueille les récits, les attachements, et l'architecture devient véritablement un levier de dignité. Sophie Denisov et Sylvia Casi parlent d'un projet démonstrateur, la preuve par le réel qu'un autre type d'intervention est possible. On retrouve cette logique à Douchy-les-Mines, mais aussi ici à la Caravelle, à Villeneuve-la-Garenne, où le projet vise à transformer un ensemble monolithique. Donc les barres vont être de nouveau redécoupées, réinscrites dans un système d'îlots plus lisible. Le tissu est retravaillé dans son épaisseur, recomposition foncière, clarification des statuts et requalification des espaces. À Boulogne-sur-Mer, là de nouveau, un quartier, mais cette fois-ci délabré et surtout isolé. Donc l'agence va poursuivre sur le même fil, celui d'un urbanisme qui, je cite, narcissise les habitants. Autrement dit, qui restaure l'estime, permet de se projeter et fabrique du commun. Une colonne vertébrale urbaine est créée,
des adresses sont elles aussi recréées. On va redonner des continuités, des horizons. L'arrivée de l'ANRU au début des années 2000 va marquer un changement d'ambition du projet, mais il s'adapte, car pensé dès le départ pour pouvoir accueillir des évolutions. Roland Castro parle à ce propos de sédimentaire délibéré. Autrement dit, l'idée d'une trame suffisamment souple pour intégrer les transformations sans renier le projet. Et dans cette idée, on retrouve cette fameuse conviction formulée dès les années 70, selon laquelle la ville est faite de strates et qu'aucune intervention, même la plus ambitieuse, ne peut prétendre à la dernière parole. La ville continue, elle s'épaissit, elle se transforme et le remodelage, finalement, n'est qu'une strate de plus, une étape parmi d'autres. Et quand Frédéric Cuvillier, l'ancien maire de Boulogne, revient sur cette collaboration, ce n'est pas un plan ou un projet qu'il retient, c'est une vision. Et peut-être que c'est ça, au fond, que révèle cette ultime phase, puisque si Banlieue 89 avait été le temps de l'imagination au pouvoir, les années 90-2000 marquent un autre moment, plus discret, plus patient, plus situé, mais finalement l'essentiel demeure, puisque, comme le résume Sophie Denisov, ces projets, c'est toujours une rencontre avec un maire. Roland Castro garde cette conviction tout au long de sa carrière que toute transformation passe par un dialogue entre vision urbaine et volonté politique. Alors pour conclure, bien sûr, Banlieue 89, comme le parcours de Roland Castro, ne forme pas un modèle à reproduire. Ce sont des expériences situées, inscrites dans un moment politique, institutionnel, culturel particulier, mais elles nous laissent une exigence, celle de regarder l'urbain autrement, non comme un empilement de normes, de procédures, mais comme un espace traversé de récits, de projets collectifs et de visions. Roland Castro a accompagné une transformation, donc des premières expérimentations du début des années 80 jusqu'à l'émergence d'une politique nationale de rénovation urbaine. Et son parcours trace une ligne marquée par cette conviction que transformer la ville, c'est toujours affirmer une vision du monde. En ce sens, il fut sans doute autant, voire moins un bâtisseur qu'un passeur, mais un passeur habité, exigeant, inlassable, un passeur pour qui l'urbain n'a jamais été neutre, et c'est peut-être là, au fond, l'essentiel de son héritage, ne jamais dissocier la transformation des lieux du récit que nous voulons y écrire. Voilà, merci beaucoup.